votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, chaque semaine, nous tablons sur un sujet ou plusieurs sujets d'actualité. Et ce soir, nous allons revenir sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, à l'est, avec la présence cet activisme de rebelles du M23, nous connaissons déjà les troupes de l'IAC déployées dans cette partie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de troupes de la SADC, la communauté d'Afrique australe, qui incessamment pourrait être aussi déployée dans cette partie de la RDC. Alors, quelle stratégie pour la République démocratique du Congo afin d'en finir une fois pour toutes avec cette insécurité qui dure depuis des décennies dans cette partie de la RDC et SADC, Forces armées de la République démocratique du Congo, quelle stratégie exactement adopter pour bien sûr pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans notre deuxième partie, nous allons revenir sur le fichier électoral avec ce processus électoral. Aujourd'hui, on parle donc de l'audit du fichier électoral avec la Commission électorale nationale indépendante. On a vu l'OIF décliner l'invitation de la CENI pour auditer. Il y a déjà des prises des paroles, notamment des églises catholiques, églises du Christ au Congo, sur la fiabilité de ce fichier électoral. Qu'en est-il exactement? Comment est-ce qu'on peut garantir la fiabilité de ce fichier qui conditionne le reste des opérations électorales jusqu'aux élections en décembre 2023? Voilà autant de questions et des sujets que nous allons développer ce soir. Et pour en parler, je ne serai pas seul comme d'habitude. Je reçois sur ce plateau donc les deux camps, à savoir la majorité et l'opposition, pour essayer un peu de comprendre toute cette actualité. Et à ma gauche, je reçois ici Denis Belessi, il est cadre de SID, de Martin Afayou. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Je suis non seulement cadre de l'SID, mais opposant de Félix Tshisekedi au Katanga, mais pas son ennemi. Très bien, c'est bien précisé. Juste en face de vous, la majorité ici représentée sur ce plateau par Salomon Koutécha. Il est coordonnateur provincial de la jeunesse à DEFAT et porte-parole de ce parti dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir messieurs les journalistes, nous saluons les téléspectateurs de partout qui nous suivent sur cette grande chaîne angélique. C'est un honneur pour nous d'être devant ces plateaux ou sur ces plateaux pour parler République et éclairer certaines zones d'ombre, surtout avec la thématique de l'EAC ou de l'Est et aussi les problèmes du fichier électoral. Nous sommes là pour parler République et non individu. Très bien. Alors, pour essayer un peu d'avoir une lecture un tout petit peu démarquée de l'un ou de l'autre camp, je reçois également sur ce plateau Héritier Emaïla. Vous êtes analyste politique indépendant. Bonsoir Héritier. Bonsoir Narcisse, bonsoir également aux spectateurs de Malaika et merci pour l'invitation. Très bien. Voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, nous allons entamer avec notre tout premier sujet. Situation en sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Entre l'IAC, la SADC, les forces armées de la République démocratique du Congo, quelle stratégie adopter pour la République démocratique du Congo? Je vais bien commencer avec vous, Denis Belessi. Merci beaucoup. La RDC fait membre des pays de la SADC. Nous avons les obligations et les droits vis-à-vis de la SADC et nous pouvons aussi demander à la SADC de nous venir en aide en cas de danger, puisque nous contribuons aussi. Le problème qui se pose, c'est une question de temps et de l'espace. On n'a pas respecté. Et lorsque vous invitez les organismes dans les conflits pareils, vous devez faire beaucoup d'attention puisqu'ils amènent souvent les problèmes aux États.
ce n'est pas la première fois qu'on a invité les pays de la SADC. Du temps de Mouzé, les pays de la SADC nous avaient démontré de quoi ils sont capables. Mais ils nous ont laissé aussi des problèmes. Savez-vous qu'en Bujumbura aujourd'hui, si on parle des diamants, puisqu'il y avait les Zimbabwéens qui étaient là-bas avaient pillé sérieusement aussi. Ils nous ont causé beaucoup de tort aussi. Mais néanmoins, c'est une grande force. Mais les problèmes qui se posent aussi, Félix, dans ses décisions très souvent, il essaye, mais avec erreur. On ne dirige jamais des conflits avec essai et erreur. On dirige le conflit avec une détermination qui va permettre à finir, à éradiquer. C'est quoi l'erreur de Félix Tshisekedi? Parce que c'est vous louez les troupes de la SADC, c'est lui qui... Oui, la première erreur, avant de nous faire adhérer au pays des EAC qui nous ont amené encore des problèmes aujourd'hui, presque tous les Congolais avaient refusé cette adhésion. On a dit, jamais en relation internationale, soit au conflit de guerre, un pays qui vous agresse, vous partez encore demander secours à ce pays-là de venir vous aider. Stratégiquement, vous les donnez des possibilités d'adhérer totalement et jouer des stratégies gagnantes. C'est ça que Félix a fait avec la RDC et ses amis alliés des EAC. On a dit des préférences, la SADC, puis c'est la SADC qui a l'Afrique du Sud, qui a des logistiques favorables, il y a d'autres pays là qui vont nous aider facilement. Mais il a préféré EAC. Vous voyez là où nous sommes aujourd'hui avec les pays de EAC. Et Félix Tshisekedi a eu toutes les possibilités de sauver ces pays, puisque lui-même était le président, le secrétaire général de l'Union africaine. On avait acclamé, on pensait que les problèmes seront résolus. Et nous sommes sortis les mêmes. Félix a dirigé aussi la SADC. Nous sommes toujours les mêmes. À quoi est bon de compter aux organismes? Or, le Congo là-bas est déjà sous état de siège. Très bien, c'est bien compris. Je veux faire réagir Salomon par rapport à cette stratégie. Et finalement, c'est quoi la bonne stratégie pour la RDC? Il faut encore faire venir les troupes de la SADC. C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu erreur, comme on le dit là-bas, en allant à l'IAC? Il fallait carrément aller directement à la SADC. Pas du tout, il n'y a pas eu erreur. Peut-être c'est nos compatriotes de l'opposition qui ne comprennent pas la diplomatie. Le président de la République, en allant vers l'EAC, ou pour amener la République démocratique du Congo à s'adhérer à l'EAC, la première raison n'était pas sécuritaire. C'était d'abord une raison économique. Vous êtes sans ignorer que notre partie de l'Est, cette partie-là, il y a de nos compatriotes qui ne parvenaient même pas à dédouaner des véhicules. Ou lorsqu'ils pouvaient les faire du côté Kampala, ça a exigé beaucoup de taxes. C'est ainsi que le président de la République a compris que c'était une manière qu'on puisse aller aussi s'adhérer dans l'EAC afin que nous puissions trouver une pacification économique de nos compatriotes de l'Est. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est une partie qui a beaucoup d'économies, qui a beaucoup d'opérateurs économiques et qui peuvent aussi bénéficier de certains avantages liés en étant membre de l'EAC. C'est ça la première raison. Deuxièmement, lorsqu'on me parle ici... Qu'on se comprenne d'abord sur le premier volet par rapport à l'économie. Pourquoi on n'est pas resté sur le plan économique, mais on y est allé aussi sur le plan sécuritaire? Nous sommes allés sur le plan sécuritaire parce que c'est toute la région qui est en danger. Lorsque le Congo est agressé, il y a une possibilité que l'Ouganda, il y a une possibilité que le Burundi et d'autres pays aussi soient agressés. C'est comme ça que l'EAC est venu en appui de nos FARDC afin que nous ayons une force capable de mettre fin devant ces ennemis de la République démocratique du Congo qui sont les Rwandais et d'autres choses. Donc vous comprenez qu'à ce stade-là, le président de la République, l'intention ou les soucis d'aller dans l'EAC, c'est pour protéger la région
avec la partie de l'Est qui est vraiment en danger toutefois. Donc, qu'on ne puisse pas nous évoquer des raisons que non, c'est un essai erreur. Non, ça c'est un faux débat. Est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'il y a eu beaucoup de scepticisme par rapport à l'adhésion de la RDC à l'EAC? Moi, je crois que l'EAC a apporté beaucoup de choses dans notre République. On ne peut pas... Par exemple, j'ai parlé ici le plan économique, où il y a eu beaucoup d'avantages. Nos opérateurs économiques, nos compatriotes de l'Est qui vivent de ces côtés-là, bénéficient de certaines taxes qu'ils ne payent pas. Ça, c'est une vérité. Deuxièmement, je parlais aussi de la région qui était en danger. Et cette région-là, ça nécessitait à ce que nos forces soient mises ensemble afin qu'on puisse sécuriser. Mais ce que nous déplorons en tant que compatriotes, c'est vrai, la force de l'EAC est venue dans notre pays et n'a pas pu attaquer les M23. Nous fustigeons, c'est nous qui avons fustigé, ce n'est pas nos amis de l'opposition, c'est nous les pouvoirs. Le président de la République a même fustigé qu'il est contre parce qu'il voit certains militaires de l'EAC en train de se prendre des photos selfies avec les M23. Donc c'est devenu comme un club d'amis. C'est comme ça que nous avons fustigé ces comportements-là. Est-ce que par rapport à ces comportements, il n'y avait pas des signes précurseurs? On a tous suivi le fils Museveni qui déclarait des choses pas très nettes sur les réseaux sociaux, mais quand même les troupes ougandaises sont venues. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même des signes qui pouvaient voilà, faire voir que c'est pas très bon de faire venir ces troupes? Jusqu'à ce stade, le fils Museveni ne représente rien. Il n'est qu'un fils d'un président. Nous avons signé les accords avec le président Museveni qui engage le pays et non son fils. Il est libre de faire ses selfies, il est libre de faire ses tweets et tout comme ça. Okay. En tant que fils, ça n'engage pas la République d'Ouganda. Mais moi, en tant que patriote, jusqu'à ce niveau, je ne vois pas, comment dirais-je, un danger où je ne vois pas quelque chose de mauvais que cette force de l'EAC a causé à nos compatriotes. Ni tété, ou si ce n'est pas seulement l'inefficacité qui n'ont pas prouvé jusqu'à ce stade. Donc dire que la force de l'EAC elle est une mauvaise force, je ne pense pas dans cette même logique que nos amis, mais juste l'inefficacité sur le plan opérationnel. Héritier Maïla, vous voyez un peu tout ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, on parle de SADC, déploiement de troupes. Finalement, c'est quoi la bonne stratégie pour la RDC d'emblée? Bon, s'il faut faire d'abord une analyse par rapport aux forces étrangères, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce que nous voyons, c'est que des militaires étrangers ne peuvent pas se sacrifier pour un autre pays. C'est la conclusion, en tout cas, qu'on doit avoir. Je me rappelle dans un échange que j'avais eu avec un ambassadeur américain, il avait dit clairement, il ne faut pas s'attendre un jour que les Américains puissent quitter les États-Unis et venir se battre pour la RDC. Donc personne ne peut accepter de mourir pour l'autre. C'est à nous de nous organiser, d'avoir une armée forte, d'être capable d'aller au front et de défendre l'intégrité de notre territoire. Et si vous analysez bien les forces de l'EAC, par exemple, on voit le Soudan, on voit l'Ouganda, on voit le Burundi. Mais je me demande ce que ces pays, sur le plan militaire, peuvent apporter à la RDC. Parce qu'il faut voir aussi les classements de 2023 des puissances militaires ici en Afrique. La RDC occupe la 8e place. Et quand vous prenez les pays comme le Soudan, ça vient à la 10e place. Vous prenez l'Ouganda, 12e place. Vous prenez Burundi, ne figure même pas sur les 30 puissances africaines. Alors, qu'est-ce que ces pays peuvent apporter sur le plan militaire à la RDC? Donc, on va chercher plus petit que nous pour nous aider. D'emblée, je dirais qu'ils ne peuvent pas apporter parce que les puissances militaires se mesurent par rapport d'abord à l'effectif. La RDC a environ 140 000 militaires et si vous prenez le Burundi, c'est un petit pays qui a pratiquement autour de 40 000 militaires. Ils vont déployer combien de militaires en RDC pour qu'ils puissent défendre nos frontières? Donc la RDC, comme un pays indépendant, doit arriver un jour à se prendre en charge, arriver à avoir une armée forte, et je crois que ce n'est pas impossible. Nous l'avons vu dans les années 90, nous étions ici, les forces armées zaïroises à l'époque étaient déployées au Tchad,
et il parvenait à maîtriser des rébellions. Donc ce ne sont pas des choses qui sont impossibles, mais c'est à nous de nous remettre en cause, que notre gouvernement puisse affecter un budget qui est raisonnable par rapport à la défense pour que notre armée puisse être capable de se défendre au front et de défendre notre pays. Une question à vous, Salomon Onkutecha, avant de faire réagir Essidé. Aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui se sont levées pour pousser la République démocratique du Congo à attaquer frontalement le Rwanda, carrément, au lieu de se voiler la face. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à la RDC? Qu'est-ce qui manque au pouvoir de Kinshasa de déclarer carrément la guerre au Rwanda et d'en découdre carrément? À ce stade actuel, messieurs les journalistes, nous ne sommes pas prêts de déclencher la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les Rwandais, le peuple rwandais qui a un problème avec nous, mais c'est Paul Kagame qui a un problème avec les Congolais. Non, mais c'est celui-là, permettez. On déclare la guerre au régime. Permettez-moi, lorsque les gens veulent qu'on déclare la guerre, lorsque nous allons la déclarer, vous êtes sans ignorer qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont mourir. On sait comment la guerre peut se déclencher, mais comment est-ce qu'elle va se terminer, on ne sait jamais. Le président de la République, dans les soucis de privilégier la paix, ne veut pas prendre cette option parce que c'est une option qui va créer beaucoup de problèmes, qui va faire endeuiller et la République démocratique du Congo et les Rwandais. Nous nous attaquons à Kagame sur le plan diplomatique et nous l'avons déjà affaibli parce qu'au stade actuel, Kagame n'a plus une force. Pourquoi? Parce que Kagame a fait sortir même tous les plans machiavéliques qu'il avait. Depuis tout le temps, il s'est caché, mais sous Tshisekedi, Kagame a dévoilé la face du monde qui les réclame des terres en République démocratique du Congo. Chose que nous ne croyons jamais, mais aujourd'hui, sous Tshisekedi, suite à sa diplomatie, parce que nous l'avons déjà mis KO, Kagame, à ce stade actuel, n'est qu'un moribond. Ce qui lui répète, c'est la mort politique, mais si le plan force, Kagame n'a aucune force et nous ne pouvons jamais déclarer une guerre avec un tel président qui tend vers la fin de son régime ou de son règne. Denis Bédessi, vous venez de suivre l'argumentaire, il faut quand même louer les efforts diplomatiques du régime actuel. Mieux vaut trouver des solutions pacifiques à un problème qu'y aller dans la guerre et qui peut aboutir à ce qu'on perde de vie humaine. Lorsqu'on accède à la magistrature suprême, en cas de conflit de guerre, on a l'obligation des résultats. Pas de voyages et de rencontres. Vous dites que non, c'est la diplomatie. Quand ils disent que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, les militaires qui viennent nous tuer là-bas. Les Rwandais, s'il vous plaît. Non, non, c'est la milice rwandaise. Les militaires rwandais, ils portent même les tenues du Rwanda. Ils viennent attaquer sur le territoire congolais. Vous avez peur de quoi? Lorsque vous pensez que citer le nom de Kagame, c'est une solution, mais vous les rendez les plus attrayants et plus puissants. Vous aviez vu, ces sorties dans d'autres pays. Comment Kagame était accueilli? Dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est là-bas. Il était accueilli. Et Kagame n'a jamais été inquiété. Et si réellement, si c'est Kagame qui a des problèmes avec la RDC, que le président demande sa tête, qu'il lance l'offre de celui qui va lui amener sa tête, puisqu'il est en train de tuer sa population. C'est comme ça que ça s'est fait. On n'est pas à l'époque de Western. Non. Mais Kagame vient tuer les Congolais. Vous dites que nous allons négocier verbalement avec Kagame. Et qui va payer toutes ces têtes qui sont tombées? Qui va payer? Kagame n'est pas l'enfant des Congolais qu'on puisse dorloter. On dit non, c'est le conflit entre... C'est le conflit qui a déjà défendu Kagame. C'est toi qui le défends ici. Qui a déjà défendu? Quand tu vantes sa force, non. Tu fais l'honneur de voir l'opposition. Non, on vous présente les profils. Ça arrive, on vous présente le profil de Kagame. Quel profil qu'il a? C'est un papier pour nous? Non, on présente le profil militaire de Kagame. Pour bien gérer le conflit, vous devez savoir quand même les conflits de votre adversaire. On sait que Kagame a déjà réussi à participer à 3 coups d'État.
Mais s'il faut combattre un monsieur pareil, je vois chez vous, ce sont des relations particulières. Vous voulez l'aisance relationnelle avec Kagame qui est en train de tuer les Congolais. Le problème, c'est entre le Rwanda et la RDC. Et non Kagame et la RDC. Très bien, ça c'est compris. Alors, par rapport aux solutions, aujourd'hui, faut-il renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo ou il faut d'abord faire appel à la SADC et ensuite revenir sur les FARDC. On a vu hier des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec le vice-premier ministre de la Défense en Indonésie en train de signer des partenariats militaires. Alors, c'est quoi la solution? FARDC ou d'abord SADC? Le partenariat militaire, nous avions vu des photos ici de Chibanda, hein, l'autre là qui était le ministre de la Défense. En Russie, on nous a montré même les hélicoptères à l'est là-bas. Et quelles étaient les retombées? Là, c'est juste des photos. On voit Jean-Pierre Bemba prendre des photos là-bas. Est-ce qu'il nous a amené quelque chose? Je crois à la FARDC. Est-ce qu'on a donné des possibilités logistiques et financières à nos FARDC? Ils n'ont pas convaincu. La FARDC est là-bas en état de siège. Mais on les a isolés. On dit la FARDC ne va pas accéder, ne peut pas attaquer, même les M23. Voyez-vous, c'est toujours le pouvoir en place avec ces accords avec EAC. Mais aujourd'hui, si c'est le mensonge, je demande au ministre de la Défense d'aller faire un petit tour d'abord à Bunagana. Je demande au ministre... En tant que qui vous pouvez lui demander? Je lui demande en tant que Congolais. Mais faites par écrit. Non, le message arrive. Non, c'est un moyen aussi. Non, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un moyen pour nous d'atteindre aussi ces gens-là. Ils nous suivent, non? On ne communique Ils nous pas. suivent. Quand j'avais fait la proposition d'état de siège, à plusieurs fois ici à Lubumbashi, même dans leur chaîne, je suis passé. On m'avait suivi. Et j'avais donné, mais malheureusement, on avait négligé ma proposition. Très bien. Voilà, on va revenir à vous, Héritier Emaïla. Aujourd'hui, c'est quoi la priorité? Faire venir d'autres troupes étrangères ou se concentrer sur les FARDC? D'abord, il faut identifier les problèmes parce que jusque-là, ça tâtonne. On parle soit de la rébellion, on parle du Rwanda. Je crois qu'on doit identifier d'abord clairement les problèmes pour savoir la solution qu'il faut préconiser. Mais d'emblée, moi j'avais dit qu'il faut renforcer les FARDC parce que si on parle de la rébellion, ce n'est pas la première rébellion que la République démocratique du Congo connaît. Il y a eu plusieurs rébellions par le passé et c'était les forces de la République qui défendaient le pays. Donc, on doit identifier d'abord les problèmes. Et si c'est un problème du Rwanda, à part, parce que la guerre, c'est le dernier ressort, je crois, on doit prioriser aussi la haute diplomatie pour arriver à obtenir de bons résultats. Ce qu'on est en train de chercher, c'est que la paix puisse être vraiment une paix perpétuelle en République démocratique du Congo. Il n'est pas une paix éphémère. Là où on constate la calmie et après, ça reprend. Parce que le problème de l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un problème qui date depuis 1998, depuis qu'on parle de l'agression. Mais aujourd'hui, nous devons savoir, est-ce que ceux qui sont en face de nous, ce sont les M23 ou bien ce sont les Rwandais? Le gouvernement parle du Rwanda. On parle du Rwanda, mais sur le terrain, d'autre part, on parle aussi des M23. Donc, si l'agresseur, c'est les M23, pourquoi ne pas les délocaliser jusqu'à ceux qui sont derrière les M23, comme on parle des Rwandais? Pourquoi ne pas les amener jusqu'au Rwanda, rien que pour sécuriser les frontières de la RDC? Alors, si on n'identifie pas bien les problèmes, on sera toujours en train de tâtonner EAC, SADC, et on oublie même de s'organiser à l'intérieur parce que des rébellions naissent en RDC de partout, c'est pas seulement à l'Est. On doit bien interroger l'histoire de notre pays et bien surtout l'enseigner à la jeunesse actuelle. Très bien. Salomon Kouticha, pour
pourquoi est-ce que une certaine opinion a l'impression que le gouvernement revient un peu généralement aux solutions que l'on boudait avant? Aujourd'hui, on revient à la solution de M. Kabila avec la SADC. Permettez-moi, je vais réagir par rapport au propos de M. Héritier. Le problème est déjà identifié. Nous avons bien dit, le problème c'est Kagame qui réclame une terre en République démocratique du Congo. Étant président, il utilise ses militaires, parce que c'est lui qui gère la République du Rwanda. Il donne de l'ordre, ces militaires-là viennent ici pour piller, pour réclamer une terre en République démocratique du Congo. C'est vrai, il y a certains compatriotes aussi qui n'aiment pas leur pays, qui essayent aussi de soutenir ces mouvements-là d'M23. Dire que nous n'acceptons pas les propositions que certains compatriotes nous font pour que nous puissions trouver une solution palliative par rapport à cette situation, cela n'est pas vrai. Non, non, permettez-moi, monsieur le journaliste. Le président de la République a déclenché tous les mécanismes diplomatiques afin que nous puissions trouver une paix durable. Beaucoup aujourd'hui pensent que nous négligeons nos forces loyalistes. Non, nous sommes en train de travailler et je vous informe que cette année 2023, l'armée ou la défense aura un budget de 3 milliards de dollars afin que nous ayons des solutions. Nous avons déployé, je vous informe que lorsqu'on parle de budget, ça prend beaucoup de choses. Nous sommes en train d'y travailler. Sur le plan logistique, nos FARDC sont bien outillés. Pourquoi? Parce que il n'y a pas plus longtemps que nous étions classés 10e ou 11e. Actuellement, nous sommes 8e. C'est par rapport aux efforts du président de la République qu'il est en train de faire avec tous les gouvernements de Wario afin que nous ayons des solutions idoines par rapport à ça. Nous faisons confiance à nos FARDC. Que les gens ne se trompent pas pour dire nous faisons confiance à la force de l'EAC ou bien de la SADC. Non, c'est nous-mêmes compatriotes. Nous sommes déjà organisés. Nous nous organisons plutôt et même pas un centimètre de notre République sera cédé au Rwandais ou bien à Kagame comme il le veut. Donc, nous allons nous défendre jusqu'au sacrifice suprême, même si ça coûtait la mort de plusieurs, des milliers de Congolais, nous sommes prêts à le faire, mais c'est là où nous demandons aussi la bonne foi de nos compatriotes, surtout de l'opposition, qui font toujours, j'ai suivi M. Denis Belessi, qui louait les prouesses de Kagame, la force de Kagame. Mais Kagame là, même sur le plan morphologique, physiquement, c'est un moribond, c'est quelqu'un qui est, je peux dire déjà mort, il est déjà même à la mort. Donc c'est quelqu'un qui nous pique tout confirmé. Kagame ne peut même plus exister. Et je vois mal nos amis de l'opposition qui l'adorent. Je comprends que c'est leur partenaire parce qu'on a révélé que nos amis de l'opposition ont leurs usines de traitement de l'or au Rwanda. C'est pourquoi ils doivent soutenir ces mouvements-là. Donc ici, les stratégies, monsieur le journaliste, pour répondre d'une manière claire à votre question, nous ne refusons pas. Les solutions, c'est quoi? La SADC peut venir nous aider, nous acceptons. Mais nous-mêmes, compatriotes congolais, nous devons nous prendre en charge. C'est ce que nous sommes en train de travailler en tant que gouvernement pour que nous puissions nous défendre. Alors, je voudrais un petit mot par rapport au ministre de la Défense. Je vous regarde, M. Denis Belessi. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une certaine dot qui change avec un débat à la défense? Oui, on peut compter sur lui, mais c'est un allié exclusif de Museveni, hein, puis c'est lui-même fille belligérant. Il a beaucoup... Expliquez un peu, allié particulier de Museveni. Oui, quand il était belligérant, il était dans la rébellion. Sa rébellion était financée et appuyée par l'Ouganda. Et lorsqu'on lui confie des responsabilités pareilles, on ne sait pas ce qui sera derrière. Non, mais quoi de plus normal d'utiliser ses contacts, ses renseignements pour mieux vaincre? Non, mais ces contacts, quand Museveni est entré sur le territoire congolais, sa force est entrée. On a vu les images avec des pelles et des tracteurs pour creuser encore les minéraux. Ça circulait et les gens de qui vous savez, les gens là sont les grands dénonciateurs. Ils filment directement, ils envoient des images. Que voyez les gens de Museveni avec des tracteurs.
mais ils nous viennent en aide. Et ces gens-là avaient trompé même le président Félix, c'est que nous allons attaquer les M23 à Bunagana. Et le président s'est prononcé que vous allez voir la démonstration. Mais quand ils sont arrivés là-bas, c'était amicale. Mais avec Jean-Pierre Bemba, on peut compter un peu, on peut compter puisqu'il connaît quand même les militaires congolais. Mais le risque, c'est quoi? Même celui qui dirige l'état de siège là-bas, qui fit rebelle du temps de Jean-Pierre Bemba, on ne sait pas comment il cause avec Museveni. Puisque à l'état de siège, on ne pouvait pas envoyer un monsieur, un général pareil, et monter l'opération. Il faut chercher quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec les pays qui nous attaquent. Très bien. Voilà. Un mot par rapport à un Jean-Pierre Bemba Harare, très rapidement, le temps qu'on passe à notre deuxième. Bon, personnellement, je ne crois pas qu'un individu peut à lui seul terminer la guerre dont on parle ici. Jean-Pierre Bemba n'est qu'un membre du gouvernement, il n'applique pas sa politique, c'est pas lui que revient la dernière décision. Très bien. Donc il est là pour exécuter aussi les ordres qu'il va recevoir de quelque part. Donc en regardant aussi le problème avec le Rwanda, à mon avis c'est un problème complexe qui ne va pas seulement se terminer au front, parce que si ça dépendait seulement des armes, je ne vois pas le Rwanda faire tête à la RDC, parce que même par rapport à l'effectif, même par rapport aux équipements, je ne vois pas le Rwanda supérieur par rapport à la RDC. Parmi ceux qui pensent qu'il faut y aller, il faut en découdre. C'est la guerre on ne fait pas des cas. Très bien. On va passer à notre deuxième sujet très rapidement. Fichier électoral, audit du fichier électoral en République démocratique du Congo. Il y a déjà les catholiques, l'Église du Christ au Congo qui parlent enfin, cette opération ne fait pas confiance à ces deux confessions religieuses. Salomon Kotecha, votre point de vue par rapport à ça? La République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Nous ne sommes pas dans un pays où certains prélats peuvent donner leur dictat. Non, si ils veulent un point de vue qui n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que la CENI, c'est une commission électorale indépendante qui ne doit recevoir d'injonctions des personnes. Et même savent les agents ou bien les animateurs de la CENI à quel moment faire appel à l'audit, ou plutôt à l'auditeur, pour que le fichier électoral soit audité. Ce n'est pas l'Église catholique ou bien Ambongo qui doit se donner le poids de dire non, nous devons ou bien on doit nettoyer le fichier électoral. Ça ne se passe pas comme ça. Si lui veut nettoyer, il doit qu'à jeter sa soutane, parce que cette Église catholique ne fait pas le poids de la bête. Parmi les 8 confessions qui sont reconnues dans notre République, l'Église catholique fait partie. Donc 6 sont pour et 2 sont contre. Donc nous comprenons qu'il y a certaines personnalités qui sont derrière ces prélats pour essayer de se prétendre prendre les kilos de défendre le peuple congolais. Par rapport au nettoyage, je vais citer dans 20 secondes. Oui, allez-y. La CENI venait de lancer l'offre à chaque organisme international qui est habilité de venir nettoyer, de venir auditer le fichier. L'OIF, nous ne pouvons pas accepter que l'OIF puisse auditer, parce que l'OIF est commandé par une dame qui est pro-Kagame, qui est une Rwandaise. Comment vous voulez que les Rwandais puissent connaître notre fichier électoral, comment les choses se passent? Là, ça ne peut jamais passer, mais nous aurons un organisme étranger qui va auditer le fichier, et c'est dans peu de jours ici. Donc, ça sera audité et l'Assemblée va adopter la loi sur la répartition des sièges. C'est quelque chose qui est déjà en cours. Fichier électoral. Qui se sent mauvais, c'est moche. L'Église, Kadima est sorti des confessions religieuses. C'est-à-dire les législateurs savaient bien que le Congo c'est un État laïque. Mais pour la gestion des conflits, il faut quand même des neutres. On a dit que la CEI à l'époque doit être neutre et qui sera du côté société civile. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Très bien. Par rapport à l'opération, est-ce que ça vous inspire confiance?
Non, il fallait qu'on laisse aux organismes de vérifier s'il y a des couacs. Et on va nous dire pourquoi empêcher, refuser aux organismes sous prétexte que Madame Mousseboko est de la francophonie. De manière officielle, on n'a pas refusé à l'OIF, c'est l'OIF qui a décliné l'invitation. Oui, oui, la durée, mais non, mais la durée. Oui, oui, non, ils ont amené aussi une jurisprudence. Ils ont dit du temps de Kabila, c'était 21 jours. Mais vous nous demandez de vérifier, je crois, à 5 jours. C'est impossible, puis c'est un grand travail à faire. Très bien. Et pourquoi empêcher? Si réellement c'est un bon travail, si réellement c'est pour l'intérêt général, il faut laisser aux observateurs d'observer et c'est fini. Ce n'est pas Kagame, c'est OIF. Même un Congolais peut diriger. Mais pour le moment, c'est une Rwandaise. Mais non, mais là, non, le sommet de la francophonie sera organisé à Kinshasa. Non, le sommet de la francophonie. Non, le sommet de la francophonie. Non, mais les fichiers partout dans le monde, on les observe. On observe les fichiers partout dans le monde. Une personnalité naître que toute élection dans le monde, il y a les observateurs. Toute élection. S'il vous plaît. Les élections, ce ne sont pas les élections de Félix. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son élection, c'est l'élection de la RDC. Monsieur Denis, on ne veut plus les problèmes de la vérité des urnes, mais on veut le respect des principes dans ce pays. Comment vous trouvez? Est-ce que ça inspire confiance? On va terminer avec. Bon, en analysant cette question, on constate d'abord qu'il y a un problème de méfiance entre les deux camps qui ne se font pas pratiquement confiance, mais je salue quand même la détermination de la CENI qui veut aller jusqu'au bout en rassurant que les élections seront organisées dans les délais. Est-ce qu'on est sûr d'avoir des élections paisibles, apaisées, avec tout ce qu'il y a déjà actuellement? Bon, moi, je n'aime pas rêver. Je sais que nous sommes en Afrique, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes un pays où la démocratie, c'est encore un processus. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous allons progressivement. Dire qu'après les élections de 2023, il n'y aura pas de contestation, ça sera rêvé. Parce que depuis qu'on a commencé ces processus en 2006, en 2011, en 2018, il y a toujours des contestations. Mais ce que nous voulons, c'est qu'à chaque étape, qu'il puisse y avoir quand même une amélioration au lieu de reculer. Donc, au moins, les Congolais sont fixés. Ils savent que le président ne va pas faire 32 ans, il ne va pas faire 50 ans. Il a au maximum 10 ans et il va dégager, il va laisser la place aux autres s'il arrivait à remporter pour le second mandat. Et là, nous savons déjà, nous tous, que le mandat du président, le premier mandat du président Félix Tshisekedi arrive à sa fin et c'est ça même qui démontre que le processus est en train d'évoluer. Mais des contestations, il y en aura toujours, mais par rapport à l'audit du fichier de la CENI, je souhaite que ce soit un organisme neutre, surtout les internationaux qui puissent le faire. Mais il y a aussi un problème de temps, en moins d'une semaine. C'est difficile techniquement. Voilà. Voilà, merci vraiment à vous. On est pratiquement à la fin de l'émission. Le temps passe très vite. Merci à vous, aux fidèles téléspectateurs. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Denis Belessi, il est cadre de SID, de Martin Fayoulou Madidi. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Politique à la carte. Merci beaucoup. Le président de la République a l'obligation des résultats, mais pas l'obligation des moyens. Très bien, c'est déjà compris. En face de vous, il y a eu Salomon Koutécha, il est coordonnateur de la jeunesse à DEFAT et porte-parole de ce parti politique ici dans le Haut-Katanga. Merci d'être venu. Merci, M. Narcisse, pour l'invitation. Nous demandons au peuple congolais de rester vigilant, de faire le mieux pour que notre République puisse redorer son image tant ternie. Merci. Travaillons mieux pour que ce pays soit bon pour nos aïeux. Voilà, et pour avoir un peu de l'analyse, un peu des partis, de toutes ces tendances, ces connotations politiques, Héritier Maïda était là, analyste politique indépendant. Merci. Merci Narcisse, merci à ceux qui nous sont suivis. Je demande seulement à la population d'être vigilante car on dit le peuple a seulement les dirigeants qu'il mérite.
Très bien. Voilà, madame, messieurs, c'est également par là que nous mettons un terme à ce politique à la carte. Le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine, toujours dans le cadre de l'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, bien sûr, avec d'autres invités autour de cette table triangulaire. Au revoir et à la prochaine.